à tous. En France, 1,5 million de personnes sont dépendantes à l'alcool. Parmi elles, il y a des femmes. Florence et Guylaine ont été touchées par cette maladie pendant plusieurs années. Alors comment se sont-elles laissées emporter dans cette spirale infernale? Et surtout, quels combats ont-elles menés pour s'en sortir? Eh bien, c'est ce qu'elles vont nous raconter tout de suite. Bonjour Florence, merci d'être avec nous. Merci d'être avec nous, merci d'avoir le courage de témoigner pour venir en aide aux autres. Pendant combien de temps vous avez été alcoolique? J'étais alcoolique pendant à peu près une dizaine d'années. Au plus haut de la maladie, vous buviez jusqu'à quelle quantité d'alcool? Jusqu'à 3 litres de whisky par jour. 3 litres de whisky par jour. Je dis 3 litres parce que 3 litres ça peut être le maximum, mais au bout de 2 litres je ne me souviens plus trop, mais je sais que c'était beaucoup plus que 2 litres. Tout en ayant une activité professionnelle? À ce chiffre-là, non. Vous aviez des enfants? Oui. Pourquoi c'est important pour vous de venir témoigner sur notre plateau aujourd'hui? Pour 2 raisons. Pour montrer aux gens que l'on peut arriver à s'en sortir. Je n'ai pas dit que c'était facile. Et aussi pour donner aux gens qui n'ont pas la connaissance de cette maladie alcool, de pointer du doigt que c'est une maladie, réellement une maladie. Est-ce que c'est vous sur cette photo? Ah oui, c'est moi ça. C'était pendant que j'étais malade. Et aujourd'hui, je suis là pour vous dire que j'ai été malade. Elle date d'il y a combien de temps, cette photo? Elle n'a pas 10 ans. Je pense que vous pouvez être fière de ce que vous êtes devenue et je pense que vous pouvez l'applaudir parce que franchement, je pense que c'est un parcours magnifique que vous allez nous raconter, la manière dont vous vous en êtes sortie et à quel point vos conseils et vos encouragements pourront être judicieux pour ceux qui sont tombés dans cette spirale. Florence, ce qui est incroyable, c'est toujours Florence, c'est que vous exercez dans le domaine de la santé. Hein, vous exerciez déjà dans le domaine de la santé, mais quel est votre métier aujourd'hui? Alors, j'ai une fonction d'infirmière et aujourd'hui, je suis infirmière à l'addictologie. Donc j'imagine que cette spécialité est venue après votre maladie, c'était peut-être... Effectivement, une fois que je suis sortie de cure, je savais ce que je voulais plus. Et puis, je m'étais dit, ma faiblesse d'hier pourrait faire une force aujourd'hui. Et je me suis dit, je vais aider les gens qui sont en problématique avec le produit, quel qu'il soit. J'imagine que vos propos ont d'autant plus de poids que vous-même êtes passé par là. Effectivement, la relation que j'ai avec le patient n'est pas privilégiée par rapport à mes collègues, mais ce que je peux vivre au plus près du patient, c'est ou dans les silences ou dans la projection. C'est vrai que je leur dis souvent, peut-être que tu ne vas pas t'en sortir, mais il faut essayer. Il faut mettre tous les atouts de ton côté. Il y a pas mal de tutoiement qui se fait parce que c'est mon mode de fonctionnement. Mais il faut quand même essayer, ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup. Guylaine, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. En quoi le témoignage de Florence fait-il écho à votre propre histoire? Je trouve que le mot qu'elle a dit, le mot de maladie, est vraiment le mot qu'il faut employer et qu'il faut faire connaître. Parce que personne n'a conscience que l'alcool est une maladie. Et à partir du moment où moi, j'ai compris qu'on m'a dit que l'alcool était une maladie, j'ai accepté d'avoir cette maladie et j'ai accepté de poser mon verre. C'est-à-dire que vous avez été pendant des années dans le déni? Dans le déni, pendant 35 ans dans le déni. Vous avez bu pendant 35 ans? À quel âge avez-vous commencé à boire? J'ai eu un premier contact avec l'alcool, je dirais, à 15 ans. J'ai commencé réellement à boire à 20 ans l'alcool avec les copains, l'alcool festif. Puis ensuite, l'alcool, ce qu'on appelle l'alcool mondain, c'est-à-dire dans le travail. Et puis très très vite, j'ai dévié dans l'alcoolisme pur. Mais 1 litre de whisky par jour, c'était fréquent. Je crois que vous aviez des responsabilités importantes dans votre domaine professionnel. Oui, On était au courant autour de vous? Je pense que les gens étaient parfaitement au courant, enfin la plupart des gens. Et j'essayais de faire mon travail correctement, de ne jamais dévier, de ne jamais avoir de soucis dans le travail. Par contre, évidemment, physiquement, ça devait se voir. Et à un moment donné, même l'alcool mondain se remarque assez vite. Donc je pense qu'autour de moi, on le savait. Mais les gens étaient aussi dans le déni. Est-ce qu'on peut dire que vous avez mis 35 ans à vous en sortir? Vous avez tenté de faire plusieurs cures? Oui. J'ai fait plusieurs cures, oui. J'ai fait 4 cures en tout. Et c'est la 4e qui a été la bonne et la définitive. Mais pas par hasard. Pourquoi? Eh bien, parce que les 3 premières cures,
je n'avais pas décidé d'arrêter de boire en réalité. Donc j'y allais parce qu'il fallait y aller pour mes enfants, pour mon travail, pour mon entourage. Et puis je me disais, je vais essayer. Mais je n'étais pas décidée. Donc à chaque fois, je retombais derrière. Et la 4e, si je l'ai faite, c'est parce que j'ai rencontré un homme qui m'y a accompagnée, qui m'a fait décider et qui m'a fait comprendre que l'alcool était une maladie. Et à partir de ce moment-là, j'ai arrêté de boire. Vous êtes sobre depuis combien de temps toutes les deux? Moi, 3 ans. 3 ans. Et vous? Et moi, bientôt 11 ans. D'accord. Alors j'aimerais vous présenter Claire. Elle a choisi de témoigner anonymement car son entourage n'est pas au courant de son addiction à l'alcool. Bonjour Claire. D'abord, je voudrais saluer votre démarche d'être ici sur notre plateau. Une démarche qui n'a pas dû être évidente. Vous êtes manifestement très émue d'être là. Et je pense que vous avez bien fait parce que vous allez probablement vous sentir entourée, sortir de votre isolement et peut-être pouvoir profiter des conseils que vont nous donner vos deux invités. Comment vous sentez-vous? Angoissée. Angoissée. Est-ce que vous avez consommé de l'alcool aujourd'hui? Non. Rien du tout. Ah non. Pourquoi avez-vous fait appel à notre émission? Pour m'en sortir, pas possible de continuer comme ça. Vous vous sentez seule, Oui, très seule. démunie? Oui, je me sens pas bien. Vous buvez depuis combien de temps? 10 ans. Est-ce que vous pourriez nous dire quelle quantité d'alcool vous absorbez par jour? 2 litres de rosé. Et vous commencez à boire à partir de quelle heure? Début d'après-midi. En début d'après-midi. Pourquoi vous estimez que la situation est urgente pour vous en ce moment? Parce que je suis depuis peu en retraite et je sens que ça ne va pas s'améliorer. Maintenant que je suis comme ça, je suis pas occupée, je suis moins occupée. Avant, j'avais un travail, donc bon, je pensais pas, ça me manquait pas du tout. J'étais très branchée dans mon travail, donc tout allait bien. Et c'est une fois que je rentrais chez moi que voilà. Mais sinon, à mon travail, jamais. Vous vivez dans quelle situation? Vous êtes mariée? Vous avez des enfants? Non, célibataire, pas d'enfants. Est-ce que c'est cette solitude qui vous pèse? Peut-être aussi l'inactivité plus la solitude? La solitude, ça pèse beaucoup. Mais ce que je veux dire, c'est parce que si je suis seule, c'est parce que je le veux bien. Donc je me suis renfermée sur moi-même, si vous voulez. Donc je commence à en sortir. Est-ce que vous avez déjà essayé de vous arrêter? Oui. Ça fait Vous avez 10 fait ans. des cures? Non. Comment vous avez essayé? À l'hôpital Necker. Oui. Donc ils m'ont fait un sevrage, je crois, d'1 semaine. Et puis ça n'a pas marché, quoi. Et pourquoi vous n'avez pas essayé les cures? On me l'a jamais proposé, en fait. Alors, vous allez écouter le témoignage de nos invités et puis nous avons un spécialiste en addictologie avec nous qui lui aussi va vous délivrer ses conseils. Il s'agit de Laurent Carilla. Bonjour Laurent. Bonjour. Alors, on l'a dit en début d'émission, 1,5 million de Français sont dépendants à l'alcool. Comment expliquez-vous ce chiffre énorme? L'alcool, c'est quelque chose de culturel en France déjà. Donc c'est extrêmement toléré. Il y en a partout, c'est extrêmement disponible. C'est un produit fréquent. C'est quand même une cause de mortalité aussi non évitable, quand même, l'alcool. Il y a beaucoup de buveurs excessifs. Et les femmes sont aussi touchées, moins que les hommes, mais elles sont très touchées, quel que soit l'âge en fait. Justement, la consommation des femmes de moins de 25 ans a augmenté de 20% ces dernières années. C'est vraiment un phénomène de société, ces jeunes qui boivent aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il en est pour les femmes plus âgées? On est dans des schémas assez identiques, on va dire, dans les consommations excessives. Il y a plus d'hommes que de femmes qui boivent de manière excessive, mais il y a quelque chose où on voit les deux catégories sociales se rapprochent en fait. Alors on va remonter le fil de l'histoire de Florence pour tenter de comprendre comment vous avez sombré dans l'alcool il y a 9 ans. Plus jeune, vous entreteniez quelle relation avec l'alcool? Comme on dit chez nous, j'ai toujours été une bonne vivante, donc j'ai toujours eu l'alcool avec la fête, mais une alcoolisation sans addiction, c'est-à-dire comme tout un chacun, bien que tout le monde ne boive pas non plus d'alcool. Et puis ça s'est installé comme ça dans ma vie, tout à fait normalement.
Alors, vous avez rencontré Thierry en 1999. Vous formiez quel genre de couple tous les deux? On était à côté et on regardait dans le même sens, comme on est aujourd'hui. Est-ce que l'alcool faisait partie de votre quotidien? Non, pas de notre quotidien. Il faisait partie de la vie en général, mais pas de notre quotidien. C'est-à-dire vous buviez quand vous étiez avec des amis? Voilà, des amis, des invités, une occasion particulière, mais aucune addiction sur ce produit-là à ce moment-là. Alors en 2005, vous avez créé votre cabinet d'infirmière libérale. Vous vous sentiez comment dans votre emploi? J'étais heureuse, parce que je suis passionnée par mon métier. J'étais heureuse parce que je prodiguais des soins aux gens que j'adore en général. Et j'étais aussi heureuse parce que le côté financier était relativement aidant et on était en aisance en fait. Et puis les choses se sont gâtées et l'alcool a fait irruption dans votre vie. Pour voilà. quelle raison? Pour quelle raison? J'ai subi une trahison au niveau professionnel. Et c'est ce qui vous a poussé à boire? Disons que ça m'a tellement ébranlée, mais je dis ébranlée. C'est vrai que je pense que les gens n'ont pas eu conscience de tout ça. Ça m'a énormément ébranlée parce que quand on est fier d'avoir créé quelque chose, et je vous dis, c'est vraiment mon troisième bébé, quoi. C'était ma... Et puis, aimer les gens comme je les aime, on m'a tout enlevé d'un coup. Et c'est vrai que je me suis trouvée anéantie. Donc c'est vrai que ce produit-là, qui est en libre service, à tout prix et à toute heure du temps, et j'ai trouvé mon médicament, quoi. C'est-à-dire que ça vous permettait d'évacuer votre stress? Mon stress, mes angoisses, j'oubliais. J'ai eu l'impression d'oublier ce que Donc je vous avez vivais. commencé par boire quoi et à quel moment? Je buvais, alors au départ c'était le week-end, je me trouvais toujours un bon alibi ou une bonne raison pour boire le week-end avec mon époux, l'apéritif du samedi soir classiquement. Et puis après ça venait le vendredi soir, et puis quand j'ai vu que je voulais moi me le prendre le jeudi, le mercredi ou le mardi soir, j'ai pu entraîner Thierry là-dedans. Donc du coup je buvais toute seule mon apéritif le soir, et puis je me suis rendu compte que cet apéritif-là appelait après à des digestifs d'après-midi. Et du coup, après, ça en est devenu mon petit déjeuner, quoi. Donc, j'ai commencé à boire très tôt sur la journée. Et comme je l'ai précisé, il me tardait que mes gamins partent à l'école pour que je commence à boire. Ouais. Donc après, c'est devenu toute la journée, parce que quand vous dites prendre un apéritif, j'imagine que tous les gens qui nous regardent se disent, ah bah nous aussi on prend un apéritif tous les soirs et on n'a pas l'impression d'être alcoolique. Ouais, mais j'ai perdu le contrôle. En fait, c'est ça la différence, je pense. Et peut-être que vous ne me contreritez pas là-dessus. Tout le monde n'a pas un problème avec l'alcool. Moi, je suis ravie d'entendre les gens qui disent, je vais manger un morceau de camembert avec un bon verre de rouge. Mais c'est tant mieux pour vous, tant mieux pour eux. Je ne peux pas le faire. Le problème, c'est que vous ne pouviez pas arrêter votre consommation à 1 ou 2 verres. Voilà. Vous, c'était... Je n'étais plus sur le plaisir. Je n'étais plus sur le plaisir. Et la boisson appelée la boisson. Et je n'étais plus sur une notion de plaisir. Je n'avais plus ce plaisir. C'était vraiment un besoin. Donc ça a pris combien de temps entre le moment où vous avez pris un apéritif et le moment où vous aviez besoin d'alcool toute la journée? Ça s'est installé en combien de temps, tout ça? Paradoxalement, ça s'est installé assez vite. J'ai eu mon problème en 2010. Et j'ai, on va dire, sur 2 ans, ça s'est bien installé. 2-3 ans, ouais. Laurent Carilla, comment vous réagissez à ça? Le fait qu'il y ait un événement comme ça, un stress professionnel, une trahison, des angoisses qui vous font basculer, j'imagine que c'est quelque chose de courant? C'est un des facteurs qui rentre en compte dans la maladie. Enfin, Florence décrit bien la pathologie, en fait. Elle décrit la perte de contrôle, elle décrit qu'elle prend plus de plaisir à consommer de l'alcool. Et c'est vrai ce que vous dites, les gens prennent des apéros ou boivent un verre de vin avec du fromage, etc. Bon, heureusement que tout le monde n'est pas addict, quoi, parce que ce serait extrêmement compliqué. Et les facteurs... Sauf qu'à partir du moment où on prend 2 verres de vin tous les soirs, on peut considérer qu'on est addict quand même. Non, l'addiction, c'est vraiment... on consomme pour ne pas souffrir. On perd contrôle, on n'a aucun contrôle sur la conso. La boisson appelle la boisson. Ouais. Et surtout, on continue malgré le fait qu'il y ait des conséquences négatives sur le plan médical, physique, psychologique ou social. Et c'est là la vraie définition de l'addiction. C'est là où il y a un problème, en fait. Il y a des normes faites par l'Organisation mondiale de la santé sur l'alcool. C'est vrai qu'on dit classiquement, les femmes peuvent boire 14 verres par semaine avec un jour off.
c'est-à-dire 2 verres par jour, quoi. Et les hommes, 21 verres par semaine avec un jour off. Là, on est dans des normes de consommation, on va dire, standard. Là, on n'est pas alcoolique. Non. Guylaine, vous, qu'est-ce qui vous a précipité dans votre consommation d'alcool? Vous dites que vous aviez commencé très jeune, en fait. Hein. Très jeune, parce que j'avais un mal-être, en fait. C'était tout simplement un mal-être, une timidité un peu excessive, une situation familiale qui n'était pas facile, parce que j'avais perdu mon père très jeune. Donc, une famille nombreuse. Aucune raison de boire en particulier, mais un genre de mal-être d'adolescente. Et puis, j'ai senti qu'il y avait une désinhibition dans l'alcool qui me rendait plus gaie, plus facile d'accès, etc. Et puis, très vite, c'est devenu une addiction parce que quand j'ai commencé à travailler et que j'avais énormément de sorties, de cocktails, d'occasions de boire, ça me permettait de parler plus facilement et en public et devant un public, puisque j'avais des présentations à faire, etc., et en réunion, etc. Donc, à l'époque, l'alcool représentait une sorte de béquille pour vous? Exactement, c'était vraiment une béquille. C'était un allié, un ami. C'était un allié, c'était une copine dont je ne pouvais pas me séparer, parce que même quand je partais en voyage, si je n'avais pas prévu ma consommation d'alcool pour le pays dans lequel j'allais aller, où j'aurais peut-être pas accès facilement à l'alcool, il fallait que je parte avec. Ah oui, donc vous mettiez des bouteilles dans votre valise. Oui, je ne pouvais pas m'en passer, c'était pas possible. Même si je n'y touchais pas, il fallait que ce soit comme si j'avais un médicament à prendre tous les jours, en fait. C'était à peu près ça. Et puis ensuite, c'est devenu, bien entendu... À quel moment l'ami s'est-il transformé en ennemi et à quel moment vous en avez eu conscience de ça? J'en ai eu conscience quand j'ai commencé à en avoir vraiment besoin, mais tous les jours, et de plus en plus tôt. C'est-à-dire que vers la fin de mon addiction, il fallait que je parte travailler le matin en ayant bu déjà une certaine dose. C'est-à-dire, vous buviez combien de verres avant de partir? Je buvais peut-être 2-3 verres, pas plus. De quoi? C'était plutôt des alcools légers, je dirais, plutôt du vin blanc, des choses comme ça. Et ensuite, dans la journée, j'avais souvent des déjeuners professionnels, donc c'était du vin de nouveau. Et puis, très rapidement, dans l'après-midi, j'avais hâte de rentrer chez moi, mais parfois même tard le soir, pour pouvoir boire le plus vite possible, avant même de ressortir s'il fallait ressortir. Et à ce moment-là, j'imagine que boire, par exemple, au moment du déjeuner, vous deviez avoir des petits coups de mou l'après-midi ou pas du tout? J'essayais de faire toujours bonne mine, mais je pense qu'à un moment donné, je devais avoir peut-être... des petites absences, des choses comme ça. J'étais peut-être moins efficace. Mais enfin, j'ai toujours essayé de tenir la route quand même. Et vous, Claire, comment êtes-vous tombée dans l'alcool? En fait, je ne m'en suis pas aperçue. C'est venu petit à petit. Vous avez commencé à consommer à quelle occasion? C'est-à-dire à mon travail, je ne m'entendais pas du tout avec mon responsable. Donc ça a commencé quand vous avez eu ces problèmes au travail? Oui. Vous avez toujours habité seule? J'ai eu des amis, mais pas régulièrement. Enfin, si, mais jamais en couple, quoi, vous voyez. Ils ne sont jamais venus s'installer chez moi. Ouais. Non. Donc vous n'avez jamais habité en couple? Voilà. Et des J'ai amis? eu des amis, bien évidemment. Pas forcément très présents? Non, pas présents. Et vous dites que c'est un choix, cette vie de solitude? C'est-à-dire que j'ai pas confiance aux hommes. Ça aussi, ça le fait. Parce que j'ai un père qui buvait. Ouais. Et il n'était pas gentil du tout. Ouais. Donc, Claire nous dit que son père buvait. Est-ce qu'il y a un facteur héréditaire? Dans l'addiction, il y a plein de facteurs en fait. On n'est pas addict que, et heureusement d'ailleurs, on n'est pas addict que parce qu'on rencontre une substance en fait. Parce qu'il faut sortir de cette idée-là. L'alcool, ça fait partie des substances environnementales avec le stress de l'environnement. C'est bien décrit là en plus, au niveau professionnel, etc. Il y a l'influence des pairs, etc. Et des pairs, des copains et de l'entourage. Et il y a un autre facteur qui est le facteur génétique. Les pairs, PAIRS. PAIRS, ouais, les copains, les copines, etc. Le social.
le truc mondain. Il y a les facteurs génétiques qui n'expliquent pas tout, mais qui expliquent une partie de la maladie. Il y a aussi des facteurs de développement personnel, des facteurs comportementaux. Il y a le tempérament, comment on est qu'on aime le danger, est-ce qu'on évite le danger, est-ce qu'on aime les sensations fortes, etc. Il y a aussi les troubles associés souvent, parce qu'il y a des troubles psychologiques associés, troubles des dépressions, de l'anxiété, des troubles phobiques, etc., des troubles obsessionnels. Et vous avez de l'autre côté comment le cerveau en fait, a supporté toute cette masse d'alcool. Et en fait, la combinaison de tous ces facteurs fait qu'on est ou pas addict. On Mais sent... c'est une dépression. Ah voilà, c'est ce que j'allais dire. On sent dans vos propos quand même un peu d'état dépressif. Ah oui, oui, c'est sûr. À quel moment vous avez fait cette dépression? Pour mon responsable. Oui, au Je moment. ne savais pas comment m'en sortir puisqu'il était intouchable. Et vous vous êtes fait aider, vous vous êtes soigné pendant que vous avez eu cette dépression? J'ai pris quelques tranquillisants, mais pas beaucoup, parce que j'essayais de ne pas rentrer dans ce cercle-là. Donc j'ai toujours voulu essayer de m'en sortir moi-même. Voilà. Est-ce qu'elle a bien fait, Claire, Laurent? Je crois qu'à un moment, mais déjà quand ça reste dans un contexte professionnel, je crois que maintenant les médecins du travail sont insuffisamment formés, mais pour certains, ils sont sensibilisés, donc il faut aller voir la médecine du travail quand il y a des problèmes comme ça. Même si c'est difficile, il faut aller voir. Et deuxièmement, je crois qu'au début, on essaye de se battre tout seul, mais c'est extrêmement compliqué. Extrêmement compliqué. Il faut se faire aider. Maintenant, il y a plein de spécialistes, il y a plein de professionnels qui peuvent aider. Il y a plein de gens formés à ça, donc il ne faut pas hésiter. Donc c'est une mauvaise idée de se dire ce que pensait Claire, c'est-à-dire de se dire je veux m'en sortir toute seule, je ne veux pas prendre de médicaments, sauf qu'on ne prend pas de médicaments pour sortir de dépression, mais on tombe dans l'alcool manifestement. Mais je crois que c'est une réaction normale en même temps. Hein. Ouais. C'est une réaction normale, même si le mot normal, ça ne veut rien dire, mais c'est une réaction, on va dire, face à une situation. Au début, on se dit toujours, j'ai un truc, je vais essayer d'en sortir tout seul, on verra. Et malheureusement, l'alcool peut prendre le dessus et l'alcool devient un espèce d'antidépresseur factice et déprime plus qu'autre chose, en fait. Parce qu'en fait, la journée, lorsque je travaillais, ça ne me manquait pas. Le midi, je ne buvais pas, je buvais uniquement, je pensais le soir quand je rentrais, oh là là, il fallait que, voilà. Mais sinon, la journée, jamais. Et le soir, la consommation a augmenté de jour en jour, j'imagine. Ah oui, oui. Mais là, j'essaye de réduire, mais je ne vais pas y arriver. De toute façon, le soir, je me dis, demain, c'est terminé, mais non, ça ne marche pas. Non, il faut vous faire aider, accompagner. Ah oui, oui. Vous m'aiderez, j'espère. Si vous voulez. Ouais. Florence, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire à Claire? Non, mais oui, seule, je ne pense pas que tu pourrais y arriver. Après, c'est possible. Mais je ne le crois pas. Voilà, moi je veux dire ce que je pense. Je ne crois pas que seule on peut y arriver. Est-ce que vous avez eu cette démarche vous aussi de vous dire je vais m'en sortir toute seule? J'ai pu le penser à un moment donné. C'est vrai que j'ai fait plusieurs comas éthyliques. Donc c'est vrai que je me suis dit, je vais ne plus boire. Mais c'est pas simple. Parce que ça montre qu'il n'y a pas que la volonté là-dedans. La volonté, c'est... Elle a la volonté de rentrer en démarche de soins. Elle a la volonté de se faire soigner. C'est ça. C'est un début de démarche. Mais la volonté, c'est vrai que les gens qui ne savent pas, ou les gens qui ne veulent pas savoir, disent la qu'à arrêter de boire, elle n'a pas de volonté. Ça, c'est de l'ânerie pure. C'est faux. On ne peut pas. Il n'y a pas de notion de volonté. Par contre, voilà, c'est se faire aider, se faire suivre, savoir lâcher prise par rapport à sa maladie, ne pas avoir honte de ce qu'elle est. Pourquoi avoir honte d'être malade? On n'a pas à se justifier. Oui, mais pour moi, je ne suis pas malade. Voilà, donc je pense que tu as une démarche à faire par rapport à ça et de te faire suivre et de prendre peut-être des mains qui se... Vous pensez que vous n'êtes pas malade? Voilà. Non. Pardon. Mais je sens que ça se dégrade de jour en jour. Et moi qui suis si coquette, je sens que ça se dégrade. Oui. Chez moi, c'est pareil. J'ai plus envie de... J'ai envie... Personne vous suit? Non. Vous voyez aucun médecin, aucune infirmière? Mais je suis pas malade en fait. Bon, j'ai la tension, mais je me fais soigner Votre pour ma médecin tension. traitant? Je n'en parle pas. Mais quand je vais le voir, je suis Mais bien. il le voit. Comment? Il voit des choses. Non? Parce que Claire, l'addiction, enfin l'alcool, comme vous le décrivez vous, il y a un truc de maladie, mais c'est pas grave. Et je comprends pas pourquoi je fais ça.
Mais parce que vos circuits sont déconnectés. Parce Il faut que les j'ai pas reconnecter. lieu de le faire. Pardon? J'ai pas lieu de faire ça parce que j'ai toujours eu du travail dans une bonne société. Donc, ma famille, j'ai une bonne famille. Donc, j'arrive pas à comprendre pourquoi. Et puis, en plus, j'ai pas envie de connaître quelqu'un, un homme et tout ça. J'ai pas envie, ça me dit rien. C'est pas grave, ça. Mais je vais vous dire un truc pour la maladie. L'addiction, c'est comme le diabète. C'est comme une maladie du cœur. On est malade. Il faut se faire soigner. C'est une maladie longue. Il faut se faire soigner. Il faut Mais se faire Claire, elle dit qu'elle n'est pas malade. Mais il faut qu'on parle avec Claire. Bah oui. Et Florence aussi va peut-être pouvoir l'aider. Ouais, il faut vraiment Oui, oui. échanger. Florence, vous nous disiez tout à l'heure que vous consommiez jusqu'à 3 litres de whisky par jour. Oh là là. Ça paraît quand même énorme. Vous les cachiez où, ces bouteilles? Je l'ai caché partout. L'armoire, la machine à laver, le sèche-linge, dehors, la piscine, surtout dans les armoires, entre mes affaires, parce que c'était mon armoire, donc c'était mes affaires. Donc, Il y a des gens chez vous qui partaient à la chasse aux bouteilles, qui essayaient de les débusquer, parce que pourquoi vous les cachiez? parce que je voulais pas qu'il soit dit ou que je m'avoue à moi-même que j'étais malade, justement, et que j'avais un problème avec l'alcool. Et je voulais pas que mes enfants et mon mari voient que je buvais aussi. Comment vous faisiez lorsqu'il n'y avait plus de whisky? Il y en avait toujours. Ou alors, ce que je faisais aussi, c'est que on s'est mariés en 2000 avec mon époux et on a eu pas mal de cadeaux, comme dans certains mariages. Et j'avais des grosses bouteilles d'Armagnac, d'eau de vie et tout. Et j'ai horreur de ça. Hein. Mais voilà, j'ai horreur de ça, donc j'étais plus sur la notion de plaisir. Et je les buvais à la paille. Je prenais des pailles, je les enfilais les unes aux autres parce que c'était des grosses bouteilles. Et il fallait vraiment que je la boive jusqu'au bout. Je ne pouvais pas gâcher le produit. Et je me suis surprise en train de boire de l'Armagnac, de l'eau de vie et je ne sais plus quoi. Voilà, de cette façon-là, alors que j'ai jamais aimé l'Armagnac de ma vie. Et c'est là où vraiment on se rend compte qu'il y a un réel souci, quoi. Alors, vous avez 2 enfants. J'imagine que l'alcool a eu un impact dans votre rôle de maman. Ben, j'ai perdu le rôle de ma maman pendant un certain temps, pendant un certain temps. Donc j'étais en fait plus rien, j'étais plus maman, j'étais plus amante. À quel moment vos enfants avaient quel âge? Aujourd'hui, ils ont 13 ans et 15 ans, donc ils étaient petits, il y a 8 ans. Donc ils ont fait, je dirais, cette aventure avec moi aussi. Ils s'en rendaient compte que vous buviez? Alors je crois que ce serait les seuls à vous dire, à vous donner la réponse. Mais Ils vous en parlaient? Oui. Ils vous disaient quoi? Alors au début, ils m'en parlaient pas trop. Au début, eux aussi, ils ont fait une démarche, quoi. Ils étaient dans le déni tous, ma famille. Et c'est vrai qu'ils ont vu, ils ont débusqué aussi des bouteilles qui n'étaient pas à l'endroit où elles devraient être. Une bouteille, c'est dans un placard, ça n'a rien à faire dans une machine à laver ou dans un autre endroit, quoi. Mais ils en ont souffert énormément, oui. Quand vous dites qu'ils ont vu, c'est-à-dire qu'ils vous ont trouvé dans des états... Ben, ils m'ont sauvé la vie. On a une piscine à la maison et j'avais consommé, et c'était un après-midi, alors ne me demandez pas quand, je ne sais plus. Et j'ai dû avoir un malaise où j'avais trop consommé, mais je me suis évanouie dans la piscine et j'étais en train de me noyer. Et ils m'ont sauvée à ce moment-là, ils m'ont sortie de la piscine. Ils avaient quel âge à ce moment-là? Donc 8 ans, 10 ans, enfin voilà, ils ont un an d'écart, donc ils étaient petits. Et donc ils m'ont sauvé la vie à ce moment-là, parce que je pense que toute seule, si j'avais été dans les mêmes proportions d'alcoolisation dont je me permettais de faire, j'aurais pu me noyer, oui, dans la piscine. Et à ce moment-là, il y a eu un déclic de votre part? Quand vous vous êtes rendu compte que vos enfants vous avaient sauvé la vie, est-ce que ça a provoqué une envie de vous soigner à ce moment-là? À ce moment-là, oui, mais ça n'a pas été assez fort, puisque j'ai continué. Et dans votre vie de couple, quel impact a eu votre consommation d'alcool? Mais l'alcool a pris la place privilégiée dans ma vie, quoi. J'ai laissé mon rôle de maman, c'était fait, amante, c'était plus. L'alcool était présent en permanence. Pour moi, c'était mon compagnon du moment, quoi. Alors on va en parler avec Thierry, votre mari, puisqu'il est avec nous dans le public et il va venir nous rejoindre.
Thierry, je pense que vous avez joué un grand rôle dans le sauvetage de Florence. Vous êtes d'accord, Florence? Je pense que oui, oui. Hein à quel moment vous vous êtes rendu compte qu'elle avait un problème avec l'alcool? Un soir, quand je suis rentré, où je l'ai trouvé dans un état normal. Et puis, en allant vider les poubelles au conteneur, je me suis rendu compte qu'il y avait des bouteilles qui étaient dans le sac poubelle. Donc, j'ai vidé le sac poubelle et j'ai découvert, on va dire, les cadavres. Et vous avez vidé votre sac auprès de Florence après le sac Non, poubelle? je l'ai fait dans son dos parce que, bon, elle n'était plus en état de contrôler. Donc, j'ai constaté, j'ai fait. Et puis, bon, Florence, elle est partie se coucher. Et puis, après, j'ai surveillé un petit peu, quoi. Mais à ce moment-là, vous en étiez à quelle consommation quand il s'en est rendu compte? Mais c'était excessif parce qu'une fois... C'était bien entamé déjà, ouais. Bien entamé. Mais vous n'aviez jamais remarqué auparavant, jamais une haleine sentant l'alcool, jamais un état qui vous a surpris? Non, puisque bon, c'est vrai que le midi, il y a des fois je rentrais pas. Je savais qu'elle était en arrêt maladie. Et bon, quand on est malade, on se soigne. Et c'est vrai qu'un soir, par contre, je suis rentré, j'ai appelé le SAMU, quoi. Parce que bon, c'était catastrophique. Donc première hospitalisation, taux d'alcoolémie élevé. Et c'est là que je me suis dit, bon, c'est plus grave que ce que je pensais, quoi. Pourquoi vous étiez en arrêt maladie? C'était à cause de l'alcool? Alors, non, c'était toujours suite à ce problème professionnel. Comme je n'avais plus de patients, j'étais commencé à mettre en dépression aussi. Et ça a été, voilà. Guylaine, à l'époque, vous étiez mariée, vous aussi. Vous étiez mère de 3 enfants. L'alcool a eu un impact sur votre vie de famille? Oui, bien sûr. Mes enfants en ont énormément souffert. J'ai essayé toujours d'assumer, d'être toujours présente pour leurs études, pour tout ce qu'il y avait autour de leur vie à eux. Mais ils étaient extrêmement malheureux parce qu'ils voyaient aussi les bouteilles, comme le disait Florence, à la maison. Et c'était la chasse aux bouteilles. Parce que moi aussi, je cherchais des cachettes. Je crois qu'on est tous pareils. J'en avais trouvé des très bonnes, mais ils les ont toutes débusquées. Toutes. Et à un moment donné, je ne savais plus comment faire. Donc il y en avait même dans ma voiture, il y en avait partout. Et puis sur mon couple, bien sûr, ça a joué aussi. Bon, il n'y a pas que ça, loin de là. Donc pour d'autres raisons, j'ai divorcé au bout de 20 ans de mariage. Donc les enfants étaient déjà un peu grands. Et à partir du moment où je me suis retrouvée seule, j'ai commencé un vrai enfer parce que l'alcool a été de plus en plus présent. De plus en plus présent. Pour remplacer un manque d'abord, et puis parce que ça va de Caribensi-là, que quand il n'y en a plus, il y en a encore, et qu'il y en a toujours besoin de plus en plus, de plus en plus. Ça s'arrête. Donc c'est à quel point l'alcool est devenu une obsession à cette période de votre vie? C'était dès le matin, donc. Et puis, pour tout faire, tout était un effort. C'est-à-dire que dès que l'effet de l'alcool s'arrêtait, il fallait recommencer pour recommencer une autre action, en fait. Donc, le malheur, c'est qu'il m'est arrivé même de conduire alcoolisé. J'ai eu beaucoup de chance de ne jamais avoir d'accident. Rien de grave, en tout cas. Mais je me rends compte maintenant à quel point la vie a été un danger. Et j'ai vécu sur le fil vraiment, sur le fil du rasoir pendant des années. Vous et les autres, parce que évidemment, bien on met les autres en danger. Bien sûr. Et c'est là qu'il y a quelque part une protection qui était là, parce que ça fait froid dans le dos, ça me fait froid dans le dos quand j'y repense. Et ce qui est incroyable, c'est que même avec le taux d'alcoolisation que j'avais, je me souviens de toutes les situations, quelles qu'elles soient, plus ou moins graves, mais de toutes les situations dans lesquelles j'ai pu être et mettre les autres. Florence, vous aussi? Vous avez eu des accidents? Vous avez conduite alcoolisée? Oui. Dans 2 accidents de voiture qui auraient pu aussi me coûter la vie, et coûter la vie à d'autres personnes. Mais c'est vrai, comme tu dis, il doit y avoir un ange à un moment donné qui doit consommer aussi, parce que des fois, il n'abrite pas forcément les bonnes personnes. Mais c'est vrai que ouais, c'est affreux. Est-ce que vous avez éprouvé le manque, toutes les deux? Avec des manifestations physiques? Ah oui. Qui se traduisaient comment? Ah ben un mal au ventre réel, des angoisses épouvantables,
un stress qui prend à la gorge et qui empêche de parler, en fait. Voilà. Et mal de tête, la tête dans un étau, enfin, un mal-être tel que s'il n'y a pas un verre proche pour détendre, ça devient invivable. Ça se tape la tête contre les murs, oui. Et vous, Florence? Tous les tremblements, c'est vrai que les tremblements se sont très vite installés en fait. Et c'est vrai que ces tremblements matinaux, là, c'est vrai que je peux les mimer, c'était quelque chose d'affreux. Et dès que tu prenais ta dose, après ça pèse. Et c'est vrai que voilà, c'est comme si tu te faisais un pincement sur une plaie qui saigne. Et c'est malheureusement ça, comment ça se passe, quoi. Claire, ça vous arrive aussi? Le manque, les tremblements, le mal de tête? Non, pas de mal de tête, le tremblement quelquefois, oui. Ouais. Oui. Là, il se trouve, Florence, que vous habitez dans un petit village, donc ça veut dire qu'on est encore plus soumis au regard des autres. Ils ont beaucoup dit avant que je sois malade. C'est vrai que je suis toujours d'une facilité à vivre et puis d'une aisance à discuter avec les gens qui me caractérisent aujourd'hui, qui me caractérisaient hier. En plus, j'étais soignante dans ce village-là. Et puis, du jour où j'ai été malade, les yeux se sont fermés, les oreilles se sont fermées, les bouches aussi d'ailleurs. Et j'ai continué mon chemin avec les seules personnes qui m'ont supporté dans ma famille. Après, le village, il est ce qu'il est, je ne reproche pas aux gens. Qu'est-ce qu'on disait de vous? Bon, l'ivrogne, l'infirmière qui boit, la maman qui n'est pas à la hauteur, et tout ce que j'ai pas entendu, ou tout ce que j'ai bien voulu entendre et pas vouloir reporter forcément. Mais comment on fait face à ça? On s'enferme. On s'enferme jusqu'au jour où on ne veut plus sortir et jusqu'au jour où on veut mourir. Guylaine, c'est des choses que vous avez vécues aussi, les on-dit, les rumeurs, les commentaires? Oui, beaucoup de non-dits surtout. Parce qu'on préfère pas en parler, on voit, mais on préfère surtout pas en parler pour pas avoir l'air d'avoir quelqu'un proche de soi qui est alcoolique en fait, parce que bien sûr les gens s'en rendent compte. Donc dans les gens proches, j'en veux à personne parce que je pense que j'aurais réagi de la même manière sans doute. C'est extrêmement délicat, mais si tous les gens savaient, que ce soit famille, amis, dans le domaine professionnel et autres, si tous les gens savaient que l'alcoolisme était une maladie, peut-être qu'ils réagiraient différemment. Mais ça n'est pas suffisamment expliqué, ça n'est pas suffisamment dit. Et c'est une maladie de l'esprit. C'est pas une maladie du corps qui se soigne avec des médicaments. C'est une maladie de l'esprit. C'est ça qu'il faut que Claire sache aussi. Et cette maladie de l'esprit se soigne par la parole, en parlant justement dans des associations qui aident, dans des réunions avec d'autres, par des échanges. Et grâce à ces échanges, on se reconnaît tellement dans les échanges des autres que finalement c'est grâce à ça qu'on s'en sort. Parce qu'on voit qu'il y en a d'autres qui sont comme soi et qu'on n'est pas jugé. Et quand on arrive à comprendre qu'on n'est pas jugé par les autres et que finalement la famille, les amis connaissent, parce que moi je le dis, je le fais connaître, je le fais savoir, eh bien on n'est plus jugé et on est reconnu tel que malade alcoolique, mais abstinente. Claire, ça vous parle ça? Oui, c'est vrai. Une maladie de l'esprit, ça vous êtes d'accord avec ça? Et puis l'idée d'aller parler dans des groupes de parole, ça... Oui, mais il faut que je m'en sorte de toute façon. Ouais. Moi, je vais juste apporter une petite précision. On utilise aussi des médicaments. C'est pas mon côté docteur, mais il y a des médicaments parce qu'il y a plusieurs choses. Dans la maladie alcoolique, il y a le moment de désintoxication. On ne peut pas le faire sans médicaments. Surtout si on a des signes physiques de sevrage, comme vous décrivez, les tremblements, etc. etc. Ça, on ne peut pas passer outre parce que sinon, il y a des risques de complications de sevrage, justement. On dit aux patients qui sont dépendants à l'alcool, n'arrêtez pas de boire seul, vous risquez des accidents. Et il y a des accidents graves comme le délirium très mince où on se retrouve en réa et les crises d'épilepsie où ça peut être compliqué. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut se faire aider dès le début. Et vous avez raison de dire que c'est une maladie de l'esprit, mais il y a aussi des facteurs physiques qu'il faut soigner avec des médicaments. Et il y a d'autres traitements qui aident à maintenir l'abstinence pour ceux qui font le choix de l'abstinence. Et ça, il faut aussi le dire. Et vous avez raison, on ne le dit pas assez. Et les groupes d'autosupport, donc les groupes de parole, etc., c'est capital dans la prise en charge. Et moi, j'encourage les gens à aller parler, même s'ils sont consommateurs, à aller parler avec les associations d'anciens buveurs, Alcooliques Anonymes, il y en a d'autres, Vie Libre, etc. Donc Claire, je vous encourage. Oui, tout à fait. C'est pour vos enfants que vous avez fait plusieurs cures de désintoxication. Pourquoi ça ne marchait pas?
Ça ne marchait pas parce qu'en fait, je n'avais pas décidé réellement d'arrêter de boire. Et si la décision n'est pas prise par moi, personne ne peut me la faire prendre. Donc je le faisais en essayant, mais ça ne marchait pas parce qu'au retour, je recommençais. Quelle était la réaction de vos enfants face à ces échecs? Ils étaient désespérés en quelque sorte. Mon fils m'a écrit un jour, mon fils aîné, en me disant « Maman, je ne peux plus rien faire pour toi, on a tout essayé, alors je m'en vais ». Ma fille est également partie et le plus jeune est parti chez son père. Et donc on se retrouve seul Donc, et voilà. on est désespéré, j'imagine. Et là, c'était le début de la fin, et là j'allais vraiment vers le gouffre. Le gouffre. Quand il m'est arrivé une chose extraordinaire, c'est que, je ne sais pas si je vous le dis maintenant, Mais si, j'ai rencontré un homme qui très vite a vu que j'étais alcoolique, s'en est rendu compte, et qui a compris que c'était pas en me braquant et en me disant il faut que tu te soignes, il faut que ci, il faut que ça allait marcher. Donc il s'est, lui, il a employé une méthode beaucoup plus délicate, c'est-à-dire qu'il s'est renseigné par ailleurs et très délicatement il m'a amené à aller voir un médecin avec lequel j'ai eu un réel bon contact, si je puis dire, un alcoologue, et qui m'a expliqué réellement comment il fallait faire, que j'étais vraiment au bout du rouleau et comment il fallait faire, que c'était vraiment la limite pour m'en sortir. Donc c'est là que j'ai fait une dernière cure. Je dis c'était la dernière parce que c'était la bonne, parce que j'ai décidé d'arrêter de boire. Aujourd'hui, vous avez quel lien avec vos enfants? Un lien fantastique. Je suis grand-mère de 2 petits-enfants. On a un lien bien plus fort qu'avant, si je puis dire, parce qu'ils ont vu que j'avais gagné contre la maladie. Alors, pour préparer cette émission, nous avons contacté l'un de vos enfants. Il a tenu à vous adresser un petit message. On l'écoute. Salut maman, ben voilà, je te laisse ce petit message parce que j'ai pas pu être à tes côtés aujourd'hui, mais il fallait que je te redise à nouveau bravo pour ces 10 années d'abstinence, bravo pour tous ces efforts, cette volonté, cette force que tu nous as montré et surtout qui t'a sauvé la vie et la nôtre par la même occasion. Donc voilà, c'est pour te montrer qu'on est fiers de toi, pour te remercier, pour te dire qu'on t'aime. Voilà, je t'aime maman et merci aussi beaucoup à Richard, il faut pas l'oublier parce que Richard a vraiment contribué aussi à cette abstinence. Et voilà, merci à tous les deux, on vous aime très fort et à très vite. Voilà, un garçon qui est fier du parcours de sa maman. Un garçon qui est fier du parcours de sa maman et qui remercie Richard. Richard, c'est votre compagnon, j'imagine? Mon mari. Votre mari, pardon. Florence, vous avez fini par vouloir mettre fin à vos jours. C'était le 23 novembre 2013. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? C'était une journée un petit peu compliquée pour moi. Mais ce dont je me souviens, c'est que je ne pouvais plus continuer comme ça. J'étais un boulet, je me supportais plus. Et j'avais l'impression de leur faire subir quelque chose qui ne me convenait pas, quoi. Et j'ai dit, je vais partir, ça va être beaucoup plus simple pour tout le monde. Et j'ai pris les comprimés, j'ai pris de l'alcool. Et j'avais tout préparé chez moi. Je me suis allongée sur le canapé. Et après, je ne me souviens pas du reste de la soirée. Thierry, c'est vous qui avez trouvé votre femme ce jour-là? Elle avait perdu connaissance? Ben oui. Donc, appel du SAMU. On a fait l'inventaire avec le médecin de ce qu'elle avait consommé, autant en liquide qu'en médicaments, donc hospitalisée. Et dans la soirée, elle était tirée d'affaire. Elle avait manqué son coup. Voilà. Donc tout le monde était content. Maman était protégée. Et après, elle n'a pas eu le choix. Ça a été hospitalisation en centre psychiatrique. Quand vous dites qu'elle n'a pas eu le choix, c'est-à-dire que vous l'avez obligée? Non, c'est que chaque fois qu'elle était hospitalisée, on m'appelait pour me dire « Bon, votre femme est prête, vous pouvez venir la chercher ». Donc 1 fois, 2 fois, 3 fois, et après il fallait quand même trouver une solution, parce qu'elle a quand même fait un petit passage aussi. Un samedi après-midi, je l'ai amenée sur Toulouse. Et quand je suis allé la rechercher, parce que là aussi on m'a rappelé le dimanche,
pour me dire votre femme, on ne peut pas la garder, venez la récupérer. Donc j'y suis allé seul, sans les enfants, là. Et déjà, l'entrée dans le service a été impressionnant. Quand vous rentrez dans un service psychiatrique où vous voyez des gens attachés sur des lits, habillés en noir, et vous prenez une grande claque. Donc je l'ai récupéré, et j'ai eu le médecin traitant, et il m'a dit il faut qu'elle aille faire une cure. Et elle y est partie, forcée. Voilà. Et après, il y a eu des moments où vous avez perdu la foi dans votre couple, Jamais. vous avez perdu patience, où vous avez eu envie de baisser les bras? Jamais de violence, jamais laisser tomber, toujours dire demain sera un autre jour et il faut qu'on avance. Il y avait les enfants, on était tous les trois et soudés et on est avancé. Donc vous êtes parti 6 mois en cure. Je suis partie 6 mois en secteur psychiatrique dans un premier temps. C'est là où j'ai fait la démarche de me rendre compte que j'étais malade, justement. Parce que la prise en charge, elle a été dans l'urgence et le groupe soignant du secteur psychiatrique a travaillé sur les processus de deuil, le déni, tout ça. Et j'ai lâché prise et je n'étais plus en soignante, j'étais en soignée. Et j'ai pris patience dans mon soin et je suis rentrée en démarche de soins. Et la finalité de ce séjour en psychiatrie où j'ai rencontré des gens fabuleux, alors que moi je ne me voyais pas chez les fous, alors que j'ai trouvé les fous extraordinaires dont je faisais partie, parce que je suis une folle aussi. On est tous un peu fous. Voilà, c'est ça qui est extraordinaire. Et après je suis rentrée en cure, en centre d'addictologie. Et là pour moi ça a été une renaissance extraordinaire. Et pendant ce temps, vous gériez tout, la famille, les enfants? Ben oui. C'est-à-dire vous ne l'avez pas eu pendant 6 mois? Si, j'amenais les enfants le mercredi après-midi et les week-ends. Quand même un homme extraordinaire à vos côtés. Donc pour casser le rythme, quand elle était autorisée à sortir le samedi et le dimanche, enfin il fallait la ramener le samedi soir, eh bien on partait, changer les esprits de tout le monde, faire de la marche, on cassait le rythme. On a appris à vivre Voilà. ensemble en fait, à 4 et puis à 5. Le 5e, c'était l'alcool? Le 5e, c'est l'alcool. Donc vous êtes sorti de cure en mars 2014 avec l'angoisse de replonger, ou là c'était terminé? Non, j'ai pas. Je sais que la rechute peut faire partie du processus, je le sais, mais j'ai pas eu l'angoisse de replonger. Je voulais pas revivre ce que j'ai pu vivre et faire vivre avant, parce que maintenant nous dans notre vie on a avant et après. C'est comme ça. Aujourd'hui, vous ne buvez plus une goutte? Je bois plus une goutte. Comment vous allez? Très bien. Je peux dire que je suis guérie dans le sens où guérir c'est penser une blessure ou. Mais il y a quand même une cicatrisation. Je suis toujours en vigilance tout de même. Il faut rester vigilant, parce que rien n'est jamais gagné à 100%. Mais aujourd'hui, je dis ouais, je ferai tout pour pas rechuter, mais tout. Et donc pour guérir la cicatrice, vous avez fait des études professionnelles pour vous spécialiser dans votre métier? Alors la vie m'a donné la spécialité en fait. Ouais. Je veux dire, la faiblesse que j'avais hier, ma faiblesse d'hier, a fait la force de savoir ce que je voulais faire aujourd'hui. Et je travaille aujourd'hui dans un service d'addictologie. Je travaille avec des patients qui sont addicts à un produit, alcool, héroïne, cocaïne ou autres produits de cette sorte-là. Et c'est vrai que c'est extraordinaire aussi de leur apporter le soin au quotidien que l'on doit effectuer en tant que soignant, et le soin humain dont on a vraiment besoin dans ces moments-là, justement ne pas être dans le jugement, ne pas être dans le faire culpabiliser l'autre. Voilà, on est dans l'aidant, dans la démarche, on aide vraiment les gens avec, même si on reste dans l'empathie de soignant, comme on dit, il y a l'amour de l'autre, ça fait rien, je le dis, qui fait que, c'est comme ça. Laurent, une réaction sur le parcours de Florence? J'adore tout ce que dit Florence. Elle pourrait travailler avec vous? Bah, évidemment. Évidemment. C'est une proposition? Ah, si elle veut, elle vient travailler avec nous. Bah, elle habite, lui, il veut, il Non, veut non, mais pas. que le Ça fait un travail. peu loin. On organise des avions. Vos enfants ont quel âge aujourd'hui? 13 ans et 15 ans. Quel regard portent-ils sur leur maman? Alors c'est toujours pareil, il aurait fallu leur demander à eux, mais je crois, enfin là ils sont pas loin, mais
Et ils ne me feront pas mentir, je crois qu'ils sont heureux aujourd'hui et fiers de ce que je suis devenue aujourd'hui aussi. Vous en parlez ensemble? Vous évoquez le sujet? Vous Oui. évoquez cette période? Oui. Je dirais pas tout le temps, mais très souvent. Parce que ça fait partie de notre vie. Et moi, ce que je veux qu'ils retiennent aujourd'hui, certes, j'ai chuté à un moment donné, certes. J'ai chuté. Mais ce que je veux qu'ils retiennent, c'est la façon dont on peut se relever de cette chute-là. Parce que l'échec, en fait, il peut être un échec et on en fait ce qu'on en veut. On fait partie de ces 1,5 million, vous avez dit tout à l'heure, de gens malades. Au lieu de se regarder le nombril et se dire, tiens, je suis malade, qu'est-ce que je vais faire? Non, se remuer les fesses et dire, voilà, on est porteur de ça. Ok, bon, ça c'est fait. On se fait soigner, on se fait aider. On est soigné, on est guéri comme moi je l'entends. Et maintenant, on peut dire, ouais, on peut y arriver. Mais si on arrive à porter la parole, en fait, peut-être on a des désignés pour ça. Bon, on fait partie de ces 15% de personnes qui sont malades, ouais. Bon, ouais, ok. Mais on peut faire partie de ces 15% de gens qui peuvent dire, c'est une maladie. Pourquoi on fait des journées de diabète, des journées sida, des journées myopathie? Pourquoi pas on ne ferait pas une journée pour l'alcoolisme? Pour faire connaître aux gens cette maladie, parce que c'est une maladie. Alors voilà, j'ouvre la porte aux choses. On en parle quand même assez souvent, Aussi, notamment mais dans cette vraiment, émission. il faut qu'il y ait des choses qui tombent. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Mais d'autres choses, il y a plein de choses. Et comme je disais à Laurent, il faut en parler et toujours en parler. Alors Guylaine, vous nous parliez de quelqu'un qui vous a accompagné, qui a été patient et qui a été malin, qui a contourné le problème et qui vous a pas pris bille en tête. Il s'agit de Richard qui est avec nous. Bonjour monsieur, merci d'être là. Comment vous avez deviné le problème de Guylaine? C'est-à-dire que moi, Guylaine, je l'aime à la folie et je lui ai donné mon amour très fort dès le départ. Et dans cette affaire d'alcoolisme, ce qui est important, ce sont les mots. Il y a c'est vraiment capital. Les mots, comment vous les écrivez? MOTS. D'accord. Je ne sais pas beaucoup écrire ni lire, mais ça va. Alors, donc, il y a des mots qu'il ne faut absolument pas dire et d'autres qu'il faut dire. Et il ne faut jamais dire à une personne alcoolique, jamais lui demander d'arrêter ou d'être directif, etc. En revanche... Comment vous le saviez ça? Vous aviez une expérience? Je m'étais renseigné auprès d'associations parce que je ne voulais pas faire de bêtises et puis je m'en doutais un petit peu aussi. Il a raison, Laurent? Il ne faut pas dire, forcer les gens. Imaginez, on vous force à faire quelque chose que vous n'avez pas envie, vous n'allez pas le faire. Nous, ce qu'on fait humainement, dans le cerveau, c'est on fait que ce qui nous fait plaisir. Donc un alcoolique, moi j'aime pas ce mot-là, alcoolique, mais un alcoolodépendant, lui, il sait qu'au départ, son cerveau est programmé pour dire l'alcool, ça t'a fait du bien, donc bois. Indépendamment des problèmes physiques, etc. Donc on va boire de l'alcool. Donc il ne faut pas être directif. Il faut choisir les mots pour soigner les mots. Je ne sais plus qu'à mon avis. Donc vous vous étiez renseigné. Voilà. Et alors en revanche, il y a des mots qu'il faut dire. Je crois qu'il faut, mais il faut toujours suggérer. Il faut jamais imposer. Faut marcher sur la pointe des pieds. Et je crois qu'il est important de faire comprendre à une personne alcoolique qu'il peut y avoir d'autres centres d'intérêt et lui donner le goût de ces centres d'intérêt et essayer de la diriger sur une voie, mais surtout pas lui imposer et surtout pas lui dire. Il faut vraiment marcher sur des œufs et aimer la personne, l'entourer. Elle sait qu'on est là pour elle, pour l'aimer. Et donc, à ce moment-là, elle se laisse guider petit à petit. Mais ça ne vient pas du jour au lendemain. Ça a pris combien de temps, justement, ce guidage ça intelligent? a pris 1 an, pratiquement. 1 an avant que vous ayez vraiment confiance et vous vous laissiez guider? Et que j'accepte de faire cette dernière cure qui a été bénéfique. Vous l'avez vu venir quand même avec sa stratégie ou... Oui, mais extrêmement discrètement, parce qu'il m'a laissé, il me laissait boire, il m'a jamais fait de réflexion, il m'a jamais dit on ne fait pas ci, fais pas ça, donc jamais. Il a laissé le faire et puis il m'a dirigé vers ce fameux médecin qui a su me parler, qui a su trouver les mots aussi. Je suis allée le voir une fois pour rentrer dans cette dernière cure avec mes 2 fils et Richard. Et là, j'étais entourée de 4 hommes qui avaient le même discours, qui allaient dans le même sens.
et qui m'ont fait comprendre qu'il fallait que je décide cette fois-ci vraiment. Mais j'imagine que des médecins, vous en aviez vu auparavant. Pourquoi celui-là a-t-il fait la différence? Il a su trouver les mots. C'était un jeune médecin qui ne m'a pas braqué, qui m'a pas dit prenez des médicaments, faites ci, faites ça. Il y avait des choses que j'avais pas envie d'entendre. Il m'a dit des choses, un peu le même discours que Richard, des choses, des choses qui m'ont donné envie d'arrêter. Alors, on a vu avec Florence que c'est plus une goutte aujourd'hui. Vous non plus? Plus une goutte. Ouais. Plus une goutte. Je sais que si je reprends la première goutte d'un verre, je retombe, et si je retombe, je sais que c'est la fin. C'est ça le problème, Laurent. On ne peut plus, quand on a été addict à ce point-là, on ne peut plus consommer modérément par la suite. C'est extrêmement compliqué. Honnêtement, c'est extrêmement compliqué. Il y a différents profils de buveurs d'alcool, excessifs, dépendants. Hein. Mais il y a toute une école sur la consommation contrôlée d'alcool chez certains patients. Mais ce ne sont pas des patients qui sont gravement atteints par la maladie. C'est vrai que la majorité, et on va plutôt vers une logique d'abstinence, d'arrêt total, et justement de maintenir cet arrêt total. Parce que le problème de je m'arrête, j'ai eu cette maladie, je me suis arrêté à un temps T, c'est comme le fumeur de tabac qui arrête et qui va reprendre une cigarette comme ça de temps en temps. Et à un moment, il rechute. Parce que tout est programmé dans la tête, honnêtement. Donc on renvoie de l'alcool et le cerveau se rappelle que des choses positives. Et c'est la fin, quoi. Ça vous arrive d'en avoir envie? Non. Non, honnêtement, non. Mais ce que je voulais dire, ce que l'entourage ne comprend pas, a du mal à comprendre encore, les gens en tout cas qui ne savent pas que c'est une maladie, c'est qu'on ne puisse pas boire un petit peu justement, modérément. Et quand il y a une fête, quand il y a un anniversaire, mais prends juste un verre. C'est pas juste un verre, c'est 0 verre. Parce que juste un verre, c'est 2, c'est 3, c'est 4 et c'est reparti. Et ça, c'est quelque chose que... Est-ce qu'on est obligé d'avoir des palliatifs justement pour pas en avoir envie, de se concentrer sur autre chose, Non, parce que moi, l'envie m'est passée personnellement. Est-ce que Florence, elle a transformé ça dans son métier, en aidant les autres? Vous avez transformé comment? Je transforme aussi en aidant les autres. Ça. Oui, j'essaie de prêcher la bonne parole. Je suis dans une association où je participe à des permanences, à des réunions. Je vais parfois dans des entreprises, si on me le demande, pour dire que l'alcool est une maladie, etc. Et puis j'ai d'autres centres d'intérêt aussi. J'imagine que ça oblige le conjoint à ne pas boire? Non. Non? Pas forcément. Vous pouvez vous consommer à côté, il n'y a pas de... empêcher l'entourage de boire. Ouais, d'accord. Vous allez aider Claire, j'imagine, toutes les deux, puisque vous consacrez du temps aux autres qui souffrent de ce problème d'addiction. Claire, vous en retirez quoi de cette émission? Ça vous donne de l'espoir? Ah oui. Est-ce que vous avez envie de vous ouvrir et d'aller parler et d'échanger? Oui. Si je suis venue là, c'est pour ça. Ouais. Très bien. Laurent, peut-être dernier conseil à Claire et à ceux qui nous regarderaient, qui seraient dans sa situation? Je crois qu'il ne faut pas hésiter une seule seconde à aller voir quelqu'un pour... ça peut être par le biais d'une association, par le biais du médecin traitant, d'un psychologue, d'un psychiatre, d'un addictologue. Il y a des services partout maintenant. On est bien au fait en France, on est plutôt fonctionnel dans ce traitement-là. Il faut se faire aider, il faut se faire guider pas par pas et se faire désintoxiquer pour aller vers un chemin qui est plutôt celui de l'abstinence dans la majorité des cas. Voilà. Oui. Vous allez m'aider? Alors c'est Guylaine que nos téléspectateurs pourront retrouver cet après-midi sur le chat de Toute une histoire. Vous pourrez lui poser toutes vos questions. Merci à tous, merci à Laurent Carilla de nous avoir accompagnés. N'oubliez pas la rubrique Toute une histoire dans version féminin ce week-end. Et dans quelques minutes, sur le plateau de l'Histoire continue, nous accueillerons Angélique et Peggy, deux mères de familles nombreuses. A tout de suite, merci. Bravo pour ces félicitations.